Dans la salle d'audience, l'atmosphère était devenue plus froide, plus tendue. La voix du juge Kerr avait moins de poids. Chaque décision était scrutée, chaque regard interprété. La galerie publique débordait, et la tension entre l'accusation et la défense était-elle une corde tendue, prête à rompre. Dès que Langston monta à la barre, cette corde commença à s'effilocher. Il avançait lentement, prudemment, comme un homme marchant sur une vitre. Mais lorsqu'il s'assit, aucune peur ne se lisait dans son regard. Il n'éleva pas la voix. Il ne fustigea pas l'injustice. Il parle franchement, ses mots imprégnés de quelque chose de bien plus fort que la rage, la clarté. Il dit n'avoir jamais voulu être considéré comme un héros, n'avoir jamais sollicité cette étiquette. Il admit avoir hésité, envisagé de se détourner. Mais finalement, il n'y parvint pas. Il décrivit le moment où il vit les images de Trevor Ross. À peine 17 ans, les mains levées, appelant à l'aide avant que la lumière du canon n'illumine la ruelle. C'est à ce moment-là que quelque chose se fendit en lui. Non pas la rage, mais le devoir. Et une fois qu'on a vu quelque chose d'aussi mal, dit-il au jury, on ne peut pas le faire disparaître. On ne se tait pas à moins d'être prêt à y participer. Il refusa. La salle d'audience était figée. Même l'accusation restait immobile, la plume vide. Les paroles de Langston résonnèrent contre les murs lambrissés, plus fort que n'importe quelle explosion. Dehors, une nouvelle vague de manifestants était arrivée. Ils apportèrent des bougies au lieu de pancartes. Une veillée silencieuse se forma sous les marches du palais de justice à la tombée de la nuit. Le même après-midi, tandis que les journalistes inondaient les réseaux sociaux de nouvelles de l'intérieur, une autre explosion déferla sur l'actualité. Numérique celle-là, dévastatrice et impossible à déformer. Une transcription fuitée fit surface, publiée sur une plateforme de lanceurs d'alerte hébergée à l'étranger. Elle révélait une conversation privée accablante entre le procureur général Marcus Delaney et le juge Malcolm Kerr. Dans cette conversation, Delaney ordonnait sans détour à Kerr de veiller à ce que le procès se termine par une condamnation. Dans le cas contraire, sa nomination imminente à la Cour d'appel fédérale serait compromise. Il n'y avait aucune ambiguïté, aucune métaphore, juste un ordre émanant des plus hautes sphères de l'appareil judiciaire. L'histoire a immédiatement fait des émules. Les chaînes câblées ont libéré leurs grilles. Les hashtags ont fusé sur les chronologies. Des manifestants ont éclaté à l'extérieur. À l'intérieur, l'atmosphère s'est détériorée. La voix autrefois ferme de Kerr s'est brisée lorsqu'il a demandé une suspension d'audience. Mais Emory Banks n'avait aucune intention de laisser la journée se terminer sans conséquence. Il s'est levé, calme et réfléchi, et a déposé une requête d'urgence. Il a invoqué l'ingérence judiciaire, l'obstruction à la justice et l'abus de pouvoir. La requête demandait non seulement une surveillance fédérale du procès, mais aussi une enquête éthique complète sur la conduite du ministère de la Justice. La salle s'est agitée. Les journalistes ont griffonné frénétiquement. Les greffiers ont échangé des regards écarquillés. Kerr a tenté de répondre, mais ses paroles n'avaient plus de poids. La requête a été déposée. Le procès-verbal le prouverait. Que le juge l'ait autorisé ou non, la trace écrite existait désormais. Plus tard dans la nuit, juste avant minuit, Ezekiel Ward fut agressé. L'incident se produisit derrière son immeuble, dans une ruelle sombre, où le lampadaire s'était éteint depuis longtemps. Un témoin, une voisine en pause cigarette, aperçut 2 silhouettes le coincer. Elle entendit une bagarre, vit une canne tomber, puis le silence. À l'arrivée des secours, Ezekiel était ensanglanté et contusionné, mais conscient. L'hôpital appela Emory, qui traversa la ville en voiture, comme un homme courant après le bout du monde. À son arrivée, Ezekiel paraissait plus mal que jamais au tribunal, le visage tuméfié, un œil à moitié fermé, mais le feu qui l'animait ne s'était pas éteint. Il serra fermement la main d'Emory. Les lèvres gercées et le souffle court, il lui confia ses craintes. Il voulait que l'histoire soit enterrée. Enterrée sous les formalités administratives et les communiqués de presse. Enterrée dans des salles d'audience scellées et des notes confidentielles.
enterrés sous les ambitions des anciens et le silence des nouveaux. Mais si tel était leur but, alors Emory devait creuser plus profondément, et les enterrer d'abord avec la vérité. Ces paroles étaient un serment, un flambeau passé. Emory ne dormit pas cette nuit-là. Au lieu de cela, il passa des coups de fil, discrètement. Il contacta des noms murmurés dans les arrière-salles et des dossiers verrouillés. Des hommes qui avaient servi, des officiers qui s'étaient retirés, des gens qui avaient vu l'intérieur. Les grandes portes en chêne de la salle d'audience 17 s'ouvrirent avec fracas, sous le poids réticent d'un siècle de secrets. Et tous les regards se tournèrent vers elle, leurs gonds grinçants rompant le silence tendu qui régnait dans la pièce. L'homme qui entra avançait d'une démarche prudente et posée, comme si chaque pas était mesuré à l'aune des conséquences de ce qui l'avait amené là. Il était grand, mais mince, son costume bleu marine usé aux coudes et délavé par les trop nombreux pressings qu'il ne pouvait se permettre. Langston Hale ne marchait pas comme un homme habitué à être observé, mais il n'avait pas eu le choix depuis 6 mois. Désormais, des caméras le suivaient même là où elles n'étaient pas autorisées, tapis derrière des stylos et des mallettes, observant chaque clignement d'œil d'un spectateur ou chaque clic d'un sténographe. Son visage était devenu le symbole, selon à qui l'on s'adressait, de la trahison ou de la vérité. Langston garda les yeux baissés tandis qu'il s'avançait dans l'allée, passant devant des rangées de spectateurs sceptiques. Certains se penchèrent pour murmurer, d'autres se contentaient de le fusiller du regard. Quelques-uns tentèrent de saisir sa présence dans de rapides croquis ou des notes téléphoniques, espérant vendre un moment d'infamie au plus offrant. Mais Langston ne broncha pas, ne faiblit pas. Pas en passant devant la table de l'accusation où 3 procureurs fédéraux en costume gris étaient assis tels des vautours perchés sur un monument en ruine. Pas même lorsque son regard croisa brièvement celui du procureur adjoint Gordon Creel, un homme dont le sourire narquois en disait plus long que n'importe quelle déclaration liminaire. Non, les yeux de Langston ne se levèrent que lorsqu'il atteignit son siège et vit qui présidait l'affaire. Le juge Malcolm Kerr. Autrefois salué comme un modèle de neutralité dans un océan de remous politiques, Kerr portait désormais la robe comme un linceul, le regard enfoncé par le cynisme et, pire encore, par la conviction, non pas de justice, mais de certitude dans le système qui le nourrissait. Sa nomination pour cette affaire très médiatisée n'était pas un hasard. Des rumeurs circulaient dans les milieux juridiques selon lesquelles sa dernière reconduction avait été obtenue grâce à un discret coup de pouce du bureau du gouverneur, une main invisible mais indéniable. On murmurait que Kerr dînait avec des hommes qui ne s'exprimaient pas publiquement mais statuaient en privé, dont l'influence s'infiltrait dans les verdicts comme du poison dans l'eau. Langston savait dans quoi il mettait les pieds. Cette salle d'audience n'était pas seulement biaisée, elle était truquée. Il prit néanmoins place aux côtés d'Emory Banks, son avocat. Banks était assez vieux pour se souvenir de la ségrégation, mais assez perspicace pour déjouer les postures juridiques de tout procureur assez stupide pour le sous-estimer. Défenseur invétéré de causes impopulaires, Banks avait accepté le cas de Langston non par sympathie, mais par stratégie. Il croyait au combat que menait Langston, voire à l'homme lui-même. Sa mallette était remplie de documents, certains juridiques, d'autres non, mais il ne les regardait jamais. Ses yeux étaient rivés sur l'accusation, le juge et, plus important encore, sur les rangées d'hommes dans la galerie qui n'avaient rien à y faire. Ils étaient faciles à repérer. Rasés de près, costume noir, écouteurs discrètement glissés derrière les lobes d'oreilles, le reflet des armes à feu à peine visible sous des vestes trop serrées pour la chaleur extérieure. Des agents fédéraux. Langston en compta 6, peut-être plus. Qu'ils soient venus, non pas pour protéger, mais pour observer, c'était clair. Il n'observait ni la galerie, ni le public. Il l'observait, lui, chacun de ses souffles. Mais l'atmosphère de la salle changea lorsqu'une autre silhouette s'agita au premier rang de la galerie. Ezekiel Ward était assis bien droit, la colonne vertébrale incroyablement droite,
pour un homme qui paraissait avoir largement dépassé les 80 ans. Sa peau avait la teinte d'un noyer bruni, ses joues sculptées par l'âge et la mémoire. Il portait des bretelles sur une fine chemise boutonnée, et son manteau marron semblait avoir traversé non pas les saisons, mais les décennies. Ses mains reposaient sur une canne, les jointures recourbées comme des branches tordues par le temps. Lorsqu'il parlait, doucement, à personne en particulier, sa voix portait un accent caribéen, chantant, musical et sans peur. Il flottait dans la galerie comme un murmure d'histoire. Quelques rangs plus loin, deux jeunes avocats en costume bleu marine se penchaient l'un vers l'autre, étouffant un rire. L'un donnait un coup de coude à l'autre avec sa plume et marmonnait quelque chose à propos de reliques, de plantations, et de la possibilité que le tribunal laisse des fantômes témoigner. Un autre ricanait et se moquait du rythme des paroles d'Ézéchiel, essayant. Langston l'entendit pourtant. Son regard se porta vers le premier rang, non pas en signe de reconnaissance, mais de gratitude discrète. Il ne connaissait pas encore l'homme, mais quelque chose dans la présence d'Ézéchiel lui disait qu'il n'était pas tout à fait seul. Dans un endroit où la vérité se négociait et où la justice était une mise en scène, un homme comme Ézéchiel n'apparaissait pas sans raison. Les journalistes du fond se tournèrent, leur attention partagée entre Langston et leurs écrans, parcourant les informations de l'extérieur. Des manifestants s'étaient rassemblés de l'autre côté de la rue, scandant des slogans de soutien ou de condamnation. On murmurait que le maire avait tenté de déplacer la manifestation, invoquant des problèmes de sécurité. Mais la vérité était plus transparente. Les troubles publics faisaient de la bonne télévision. Il en était de même pour un homme noir jugé pour avoir divulgué des documents qui auraient révélé la corruption, même qui tente maintenant de le poursuivre. Le contenu réel des documents restait sujet à des ordonnances de silence et à des spéculations médiatiques. Mais ceux qui les avaient revus parlèrent de notes internes d'officiers de haut rang, de communications entre procureurs et responsables politiques et de données montrant des condamnations disproportionnées selon l'origine ethnique et les revenus. Une note, en particulier, avait suscité l'indignation. Une chaîne de courriels provenant prétendument du bureau d'un sénateur et abordant la question de l'enfouissement des signalements d'inconduite liés à une initiative policière controversée dans les quartiers populaires. La fuite avait brisé des carrières, déclenché des démissions et suscité des demandes d'audition au Congrès. Elle avait également conduit Langston en détention. L'accusation n'était pas une simple dénonciation. Le langage utilisé contre lui avait été chirurgical, atteinte à la sécurité nationale, diffusion de documents classifiés et, plus accablant encore, intention de porter atteinte à la stabilité institutionnelle. Chaque phrase visait à vider son acte de son poids moral et à le remplacer par la peur. On ne le qualifiait pas de patriote. On le qualifiait de menace. Le juge Kerr frappa une fois de son marteau et l'écho ricocha sur les murs comme un coup de pistolet. La salle d'audience se leva. Langston se leva aussi, machinalement, tandis que Kerr entamait son discours d'ouverture habituel. Mais son esprit dériva un bref instant, non pas vers les accusations, ni vers le procès, mais vers 2 semaines plus tôt, alors qu'il était assis seul dans son appartement, une clé USB serrée dans la main, se demandant si la vérité valait la peine d'être détruite. Il ignorait alors qu'une fois la vérité révélée, ce ne seraient pas seulement les coupables qui tentèrent de l'enterrer, mais le système lui-même. Alors que Kerr donnait ses instructions au jury et énonçait les attentes en matière de bienséance et de confidentialité, les pensées de Langston revinrent au présent. Le poids du procès commençait à peine à peser sur ses épaules. Emory Banks lui jeta un regard en coin, évaluant son sang-froid. Langston hocha légèrement la tête, non pas pour le rassurer, mais pour montrer qu'il était prêt. Ce n'était pas un procès ordinaire. C'était une guerre déguisée en procès, une mise en scène de justice, mise en scène pour ceux qui connaissaient déjà le dénouement. Et pourtant, quelque part dans l'auditoire, derrière tous les murmures et les ricanements, un vieil homme était assis en silence. Ézéchiel Ward,
invisible, sous-estimé. Ils avaient ri de son accent, raillé la cadence d'un héritage qu'ils ne comprenaient pas. Mais ils ignoraient qu'Ézéchiel s'était un jour tenu devant ce même banc, un discours dans ses mains tremblantes, un projet de loi qu'il avait rédigé et réécrit à la lueur des bougies. Un projet de loi qui était devenu la loi de réforme de la justice de 1994. Ils ignoraient qu'il avait vu des hommes comme Langston s'élever, tomber et se relever à nouveau. Ils ignoraient qu'il était venu non pas pour regarder, mais pour se souvenir. 2 semaines avant que Langston Hale n'entre dans cette salle d'audience, il était assis, tremblant, dans une chambre de motel exiguë près de l'Interstate 84, serrant une clé USB entre ses doigts comme si elle allait exploser. La pièce sentait légèrement le moisi et la cendre de cigarette. Le papier peint se décollait au coin, révélant une couche de plaques de plâtre endommagées par l'humidité. Le bourdonnement du mini-frigo masquait le rythme rapide et superficiel de sa respiration. Chaque seconde lui semblait un compte à rebours. Il n'avait pas mangé depuis plus d'une journée et les cacahuètes éventées du distributeur automatique sur la commode auraient tout aussi bien pu être des pierres. Il fixait le lecteur, son pouce parcourant le boîtier métallique, froid et lisse. À l'intérieur se trouvait la vérité, ou du moins ce qu'il pouvait en déduire. Le nom sur le dossier était simple. Osprey. Une force d'intervention dissimulée sous des couches de clauses contractuelles, de financement secret et de déni plausible. Elle n'existait pas dans le registre public des agences fédérales. Mais elle existait dans l'ombre, dans des caméras corporelles nettoyées à blanc, dans des quartiers qui se souvenaient de descentes nocturnes sans mandat, dans des familles endeuillées à qui l'on disait que leur fils correspondait à un profil. La division Osprey était officiellement qualifiée d'unité de surveillance d'intervention rapide, autorisée à surveiller les troubles civils. Mais en pratique, c'était une machine paramilitaire légalisée. Ils ne se contentaient pas de surveiller. Ils infiltraient les manifestations. Ils déstabilisaient les organisateurs communautaires et lors d'un incident documenté, enfoui sous des couches de faux rapports et de déclarations sous serment scellé, ils exécutèrent un adolescent non armé nommé Trevon Ross derrière une église de Bâton Rouge. Langston n'avait rien cherché de tout cela. Son travail chez Edgelin Solutions était des plus banals. Analyste de données, niveau d'habilitation 4, principalement chargé de cartographier les tendances de trafic et de signaler les mots-clés. Mais il était doué pour repérer les tendances. C'est ainsi qu'il a découvert le dossier Shell, enfoui 3 sous-répertoires sous un serveur de test obsolète, un fichier pointard mal étiqueté qui n'avait rien à faire. À l'intérieur, une collection de notes internes, d'enregistrements vidéo horodatés et d'audio brut. La plupart de ces informations n'auraient aucun sens sans contexte, mais un seul coup d'œil aux images brutes. Un garçon filmé, alors qu'il tenait un téléphone portable, son corps abandonné dans la ruelle pendant que les policiers plaisantaient juste à l'extérieur du cadre, a suffi. Langston n'avait pas dormi depuis. Il avait essayé de signaler l'incident. Il avait suivi le protocole. Il avait utilisé le portail crypté de dénonciation, signalé le dossier, et même joint une déclaration personnelle citant de possibles violations de la loi Posse Comitatus et du 4e amendement. 24 heures plus tard, ses identifiants de connexion étaient révoqués. Il avait essayé sa ligne personnelle, mais rien. Il s'est présenté au travail le lendemain matin et a constaté que son badge d'identité n'était pas scanné. Un collègue l'a intercepté sur le parking, un homme qui évitait habituellement le contact visuel et les conversations sans lendemain. Cette fois, il s'est penché et a parlé sans bouger les lèvres. Le nom de Langston était apparu dans une note confidentielle. Objet. Option d'élimination de la responsabilité. C'est tout ce que l'homme a dit. Il s'est éclipsé comme un brouillard, disparu avant même que Langston puisse répondre. En moins d'1 heure, Langston avait emballé tout ce qu'il pouvait transporter et avait disparu. Téléphone jetable, carte de débit prépayée, repas à la station-service.
Il a erré d'air de repos en motel ouvert à l'heure, payant toujours en espèces, surveillant toujours les sorties. Il s'est rasé la barbe. Il portait des lunettes de soleil à l'intérieur. Il dormait avec la clé USB sous son oreiller et un canif à la main. Et chaque jour, il se posait la même question, la publier ou la détruire. Les deux lui semblaient suicidaires. De retour à Washington, les gros titres ont raconté leurs propres histoires. Une fuite non vérifiée suggère qu'un analyste malhonnête a inventé des opérations fédérales. Une source anonyme révèle des abus présumés en matière de surveillance. Les experts qualifient de canular. L'histoire avait du poids, mais pas de force. Sans nom, ni date, ni vérification, les médias ont fait ce qu'ils ont toujours fait, brouiller la frontière entre révélation et spéculation. Et derrière des portes closes, le système de contrôle s'est ajusté. Des poursuites ont été intentées préventivement. Les protections des lanceurs d'alerte ont été levées. Les rares médias qui ont osé enquêter ont vu leurs journalistes suivis, leurs serveurs de messagerie piratés. Langston savait ce qui se passait. Ils tendèrent l'étau avant de nommer la corde. Ce que personne dans la salle d'audience ne savait encore, c'est que le procès lui-même faisait partie de la dissimulation. Le juge Malcolm Kerr, dont le visage stoïque dictait désormais chaque geste de bienséance juridique, avait autrefois été consultant juridique auprès de l'agence même qui gérait les contrats de surveillance de la division Osprey. À l'époque, elle s'appelait Opération Sentinelle. Son nom avait changé. Son mandat, lui, n'avait pas changé. Le nom de Kerr figurait en marge de plusieurs premières analyses budgétaires, insignifiants peut-être, jusqu'à ce qu'il soit associé à des courriels le montrant s'opposant aux clauses de contrôle judiciaire. Il avait été présent dans la salle où ces failles ont été décrites. Et maintenant, il siège. L'avocat de Langston, Emory Banks, avait tenté de faire la lumière sur ces liens. Discrètement, prudemment, par des requêtes qui n'ont jamais franchi le greffier. Une demande d'assignation à comparaître a été retardée de 5 jours sous prétexte de oubli administratif. Une autre a été refusée pour étendue insuffisante. Un témoin clé, un prestataire informatique qui avait autrefois confirmé l'authenticité des images divulguées, a été soudainement expulsé vers la Grenade pour des violations de visa qui n'avaient eu aucune importance au cours des 3 dernières années. 3 menaces de mort anonymes sont arrivées dans la boîte de réception d'Emory en une seule nuit. L'adresse IP de l'expéditeur a été retracée jusqu'à une bibliothèque publique du Massachusetts, mais les identifiants de connexion avaient été usurpés. Lorsque le tribunal a accepté d'ouvrir une enquête, la boîte de réception avait été vidée. Emory a déposé une requête en délocalisation du procès. Celle-ci a été rejetée. Il a néanmoins persévéré. Au 2e jour du procès, l'épuisement s'était insinué dans la peau de Langston comme une fumée. Ses yeux étaient injectés de sang par le manque de sommeil, son costume légèrement froissé, sa posture tendue à force de se préparer à chaque attaque verbale lancée par l'accusation. Ils le traitèrent de saboteur. Ils présentèrent la fuite comme une menace nationale, insistant sur le fait que la divulgation des documents avait mis en danger les agents de terrain, compromis des missions et déstabilisé la confiance dans les institutions fédérales. Ce qu'ils ne dirent pas, ce qu'ils évitèrent avec acharnement, fut le contenu des dossiers eux-mêmes. Ils ne montrèrent jamais une seule vidéo. Jamais un seul nom ne fut cité. Au lieu de cela, ils braquèrent les projecteurs sur Langston, son activité en ligne, un don politique qu'il avait fait à l'université, une citation hors contexte tirée d'un ancien groupe de discussion suggérant une méfiance envers le pouvoir fédéral. Autant de pièces d'un puzzle conçu pour suggérer qu'il ne dénonçait pas la corruption, mais orchestrait la dissidence. Emory attendit la fin de l'après-midi avant de présenter sa première motion audacieuse, une contestation officielle de la légitimité de la chaîne de preuves de l'accusation. Il commença méthodiquement, dressant des dates, classant des incohérences, des journaux de stockage qui ne correspondèrent pas aux horodatage. Le juge Kerr écoutait sans interruption, mais son regard plissé trahissait l'impatience. La galerie s'agita. Les journalistes se penchèrent en avant.
L'occasion était pleine de potentiel, et puis les rires commencèrent. Ils commencèrent par un murmure. Une jeune greffière près de la table de l'accusation murmura quelque chose à sa voisine, tandis que le témoin suivant s'approchait de la barre. Il était âgé, boitait lentement, sa canne claquant doucement sur le parquet ciré. Ezekiel Ward. La plupart des personnes présentes dans la salle d'audience ne reconnaissaient pas ce nom. Pour eux, il n'était qu'un personnage parmi d'autres dans un spectacle judiciaire de plus en plus ennuyeux d'heure en heure. Mais pour quelques-uns qui se souvenaient encore des gros titres des années 90, qui avaient lu des revues juridiques ou assisté aux votes de minuit dans les assemblées d'État, la présence d'Ézéchiel était monumentale. Il portait un manteau marron et une sacoche délavée par le temps. Ses cheveux, argentés et coupés courts, encadraient un visage empreint de la dignité de la souffrance. Alors qu'il atteignait la barre, les rires redoublèrent. Des ricanements à peine dissimulés de la part de deux assistants subalternes assis à côté de l'accusation. L'un d'eux se pencha et murmura, se moquant de l'accent rythmé d'Ézéchiel. « On dirait un vieux pirate », murmura-t-elle. « Il pense probablement que la justice porte encore perruque. » Son collègue s'étrangla d'amusement, et un troisième se joignit à lui. Leur rire n'était pas cruel, juste insouciant, celui né d'une arrogance débridée. Une vague de rejet traversa une salle d'audience qui avait déjà décidé qui comptait et qui ne comptait pas. Emory se leva lentement de sa chaise, l'expression indéchiffrable. Il ajusta ses lunettes, joignit les mains derrière le dos et s'adressa au banc. Sa voix était posée, maîtrisée. « Votre honneur, avant que ce tribunal ne permette à ses propres officiers de se moquer de la voix de cet homme, que le procès-verbal indique que M. Ezekiel Ward est l'auteur initial du projet de loi de réforme de la justice de 1994, le même projet de loi que vous avez juré de défendre lors de votre confirmation. » Le silence qui suivit fut instantané et absolu. Même le juge Kerr parut interloqué, ne serait-ce que l'espace d'une seconde. La salle d'audience se figea. Les journalistes marquèrent d'une pompe. Les sourires narquois disparurent des visages des greffiers, comme de l'encre dans de l'eau de javel. Quelques jurés s'agitèrent sur leurs sièges, hésitant. Personne ne rit plus. Langston observait depuis la table de la défense, un calme étrange s'installant en lui. Durant ce bref silence, quelque chose changea. Pas assez pour changer l'issue, peut-être, mais assez pour leur rappeler à tous que la vérité, aussi enfouie soit-elle, pouvait encore parler, même à travers une voix qu'ils avaient tenté de balayer, même dans une salle d'audience construite pour la faire taire. Le juge Kerr fixait Emory comme un homme réalisant lentement qu'il était pris au piège d'un jeu qu'il croyait contrôler. Ses doigts frémirent légèrement, tapotant le banc d'acajou comme s'il cherchait un point d'ancrage. Le nom d'Ezekiel Ward avait évoqué plus qu'un souvenir. Il avait fait remonter à la surface des vérités enfouies que les murs de la salle d'audience n'étaient pas assez épais pour contenir. Et Kerr, autrefois si calme dans sa robe noire et sa position élevée, semblait maintenant avoir vieilli de 10 ans en 10 secondes. Des années auparavant, Ward avait disparu de la vie publique après avoir lancé des accusations comme des grenades sur plusieurs sénateurs de haut rang. Il les avait nommés un par un lors d'une émission publique, affirmant qu'ils avaient vidé de sa substance le projet de loi de réforme de la justice de 1994, non par prudence budgétaire, mais pour garantir des peines plus longues et une occupation carcérale plus importante, alimentant ainsi directement les investisseurs correctionnels privés. L'un de ces sénateurs était Paul Redgrave. À l'époque, il n'était qu'un nom qui faisait parler de lui au sein de la commission judiciaire. Aujourd'hui, il était secrétaire à l'intégrité intérieure, un titre aussi vague que puissant. Et selon des rumeurs dans certains couloirs, Redgrave avait joué un rôle déterminant dans la création d'une unité secrète dissimulée sous de faux codes départementaux, la division Osprey. La salle d'audience était silencieuse, mais l'atmosphère était électrique. Emory savait qu'il ne s'agissait plus seulement de Langston Hale. Cela faisait longtemps que ce n'était plus le cas,
Il s'agissait de la machine qui effaçait les gens au vu et au su de tous. Il jeta un coup d'œil à Langston assis, impassible, à la table de la défense. Mais sous ce silence, une vibration résonnait. Un homme qui en avait trop retenu trop longtemps. Le souvenir revint spontanément, envahissant l'esprit d'Emory tandis qu'il préparait sa prochaine action. 2 semaines avant le procès, peu après minuit, Emory était entré dans un restaurant délabré à la périphérie du centre-ville. Des néons scintillaient sur le trottoir mouillé par la pluie. À l'intérieur, il trouva Ezekiel Ward assis à un box d'angle, savourant une tasse de café noir ébréché. Les années avaient alourdi sa silhouette et creusé les rides de son visage. Mais ses yeux brûlaient toujours de la même flamme qu'Emory se rappelait des vieilles cassettes de Cespan. Ward ne perdit pas de temps. Il glissa une chemise en papier craft sur la table, dont les bords étaient recourbés par le temps et la graisse des mains. Sa voix était basse, posée, chaque syllabe s'abattant sur le silence de la cabine. C'était, dit-il, tout ce qu'il n'avait jamais pu dire. Il contenait des documents, des annotations manuscrites et des échanges de courriels remontant à 2003. Au cœur de ces documents se trouvaient des notes internes détaillant les premières allocations au programme de stabilisation intérieure, un terme aseptisé qui masquait le financement d'équipes de surveillance clandestines. Nombre des signatures figurant sur ces notes appartenaient à des personnes siégeant désormais aux plus hautes fonctions du pays, dont Kerr lui-même, alors consultant juridique chargé de rédiger des évaluations des risques sur l'activisme intérieur. Emory les avait lus toute la nuit. Le dossier sentait légèrement le moisi et la nicotine, mais chaque page se lisait comme une confession. Plus il approfondissait, plus il réalisait qu'il ne s'agissait pas seulement de corruption. C'était une conception. Le projet de loi de réforme de la justice, censé démanteler l'injustice systémique, avait servi d'échafaudage pour construire quelque chose de pire. De retour dans la salle d'audience, Emory se leva. Le dossier était entre ses mains, fraîchement étiqueté et indexé. Il s'approche du banc avec précaution, comme s'il tenait un objet radioactif. Lorsqu'il demanda que le contenu soit versé au dossier, la salle sembla se crisper. Le juge Kerr parcourut les documents sans les soulever. Il ne fit même pas semblant de lire. Sa voix était tendue et cassante, rejetant le dossier pour irrecevabilité en raison d'une origine invérifiable. Un murmure s'éleva dans la galerie, mais personne n'osa exprimer à voix haute ce que tout le monde lut sur le visage de Kerr. La peur, le genre de peur qui ne vient pas seulement de la culpabilité, mais de la conscience que tout l'échafaudage vacille. Cette nuit-là, Emory quitta le palais de justice par le parking souterrain, pénétrant dans la fraîcheur de l'obscurité juste au moment où les lampadaires s'allumaient. Il avait à peine parcouru 2 pâtés de maison qu'une berline noire percuta sa voiture alors qu'il s'engageait sur l'autoroute. Pas d'airbag déployé, pas de blessés, juste une secousse suffisamment violente pour le distraire. L'autre véhicule ne s'arrêta pas. Inutile. Le message était clair. Langston, quant à lui, resta caché dans une planque installée par l'équipe juridique d'Emory. Il changeait de lieu toutes les 2 nuits, n'utilisant jamais 2 fois le même service de covoiturage. Il se déplaçait comme un homme déjà mort, le regard scrutant constamment les toits, la voix n'atteignant jamais le niveau d'un murmure. Son téléphone avait été jeté le lendemain de la menace de mort. Toutes les conversations étaient désormais analogiques, des notes sur papier, déchiquetées et brûlées. Et puis vint la photo. Le lendemain matin de l'accident, une vidéosurveillance granuleuse remontait encore à la surface sur 3 blogs politiques. On y voyait Langston et Ezekiel assis au restaurant, dos tourné à la caméra. Un horodatage légèrement flou marquait la date. Le titre en dessous criait « Un lanceur d'alerte conspire avec un militant radical contre le gouvernement fédéral ». L'histoire s'est répandue comme du pétrole. Les commentateurs ont qualifié Langston de « instigateur national ». Un présentateur d'une chaîne nationale a accusé Emory d'avoir entraîné son client à commettre une sédition. En quelques heures,
Les réseaux sociaux du gouvernement ont publié une déclaration niant l'existence de toute prétendue division Osprey. Mais ce déni était trop net, trop coordonné. Ce soir-là, Paul Redgrave est apparu lors d'une allocution télévisée. La caméra l'a filmé en contre-plongée, lui conférant une prestance impériale. Derrière lui était suspendu un immense drapeau, dont les plis étaient rigides grâce à une mise en scène soignée. Son ton était mesuré, mais chaque mot était teinté de menace. Il ne s'agissait pas d'une affaire de justice, a-t-il déclaré. Il s'agissait de sécurité nationale. Ces individus, faisant référence à Langston et Ézéchiel sans les nommer, ne cherchèrent pas la vérité. Ils sapaient la confiance dans les institutions qui assuraient la sécurité des Américains. Le visage de Redgrave ne trahissait aucune émotion, mais son regard semblait défier quiconque de le contredire. En chambre du Conseil, Kerr s'est entretenu en privé avec le procureur principal. Leur échange n'a pas été enregistré, mais plus tard dans la soirée, un assistant judiciaire a été vu en train de déchiqueter ce qui semblait être des transcriptions de déposition. Un autre greffier, débutant et trop novice pour savoir ce qui se passait, a mentionné que le témoin principal de l'accusation avait réservé un vol surprise pour Zurich. Emory était à court d'idées. Il a passé la nuit à relire le dossier rejeté, soulignant des incohérences dans les dates, les noms et les cycles de financement. Ce dossier n'était pas recevable au tribunal, mais il pouvait néanmoins influencer l'opinion publique. Il en a fait des copies, les a scellées dans des enveloppes et les a envoyées anonymement à des journalistes triés sur le volet, parmi ceux qui avaient l'habitude de résister aux pressions fédérales. C'était un pari risqué, mais à la hauteur des enjeux. 2 jours plus tard, un média mineur publiait un article intitulé « La trace écrite qu'ils ont enterrée ». L'article était prudent, mesuré et truffé de nuances. Mais la graine était semée. Les forums en ligne s'animaient. D'anciennes recrues d'Osprey commencèrent à divulguer des témoignages dans des fils de discussion anonymes. Un message décrivait un exercice d'entraînement impliquant l'arrestation d'acteurs se faisant passer pour des manifestants étudiants. Un autre affirmait avoir vu Kerr lors d'un sommet de recrutement en 2008. Dans la salle d'audience, Emory vit les fissures se creuser. Un huissier refusa de confisquer ses notes. Un greffier s'attarda trop longtemps à la table de la défense, adressant un signe de tête qui ressemblait à de la solidarité. Même les jurés semblaient bouger sur leur siège, leurs yeux n'étant plus rivés aux pièces à conviction de l'accusation. Et Langston, bien que toujours prudent, commença à se redresser. Les fantômes derrière le banc ne se contentèrent plus de rester cachés. Ils avaient désormais des noms, des visages, un passé qui refusait de rester enfoui. Et même si le tribunal refusait d'admettre les preuves, le monde extérieur commençait à l'écouter. Au 4e jour, le palais de justice, autrefois solennel, s'était transformé en une cocotte-minute menaçant d'exploser. La foule à l'extérieur avait triplé depuis le premier matin. Non seulement le flot habituel de manifestants avec pancartes et mégaphones, mais aussi des figures inattendues commencèrent à apparaître, décapitaient. Le lendemain matin, l'audience reprit. La salle était électrique. Même les gardes s'agitaient, mal à l'aise. Alors que le juge Kerr prenait place, Emory se leva. Il informa les tribunaux que plusieurs lanceurs d'alerte, dont 2 anciens agents d'Osprey, s'étaient manifestés. Ils étaient prêts à témoigner sous serment, avec tous les documents nécessaires sur le fonctionnement interne de la division Osprey, ses activités extrajudiciaires et sa chaîne de commandement direct jusqu'au secrétaire Paul Redgrave et au procureur général de l'année. Le ministère de la Justice a agi rapidement, trop rapidement. En quelques minutes, il a déposé une requête d'urgence pour sceller la salle d'audience en vertu de la clause de préservation de la sécurité nationale. C'était une manœuvre agressive, du genre de celle utilisée dans les procès pour terrorisme et les affaires d'espionnage, du genre à contourner les procédures régulières. Kerr hésita. Sa main tremblait en tenant le papier. Emory n'avait pas terminé. Il fouilla dans sa mallette et en sortit un document. Une simple déclaration sous serment, faite en direct et sous serment sous peine de parjure. Signée quelques heures auparavant par le juge Benjamin Mercer, un nom que peu de personnes présentes s'attendaient à entendre à nouveau.
Mercer était resté silencieux pendant des années après avoir pris sa retraite sous une pression mystérieuse. Maintenant, sa voix était revenue. L'affidavit exposait, avec des détails poignants, une série de manipulations judiciaires remontant à plus de 10 ans. Il citait des noms: Kerr, Redgrave, Delaney. Il détaillait 5 affaires distinctes de droit civique où des preuves avaient été délibérément supprimées au niveau fédéral pour protéger la stabilité intérieure. Mercer avoua avoir approuvé au moins 2 de ces suppressions sous la menace d'une ruine de carrière et d'une ruine publique. La salle d'audience était immobile. Elle ne respirait plus. Langston fixait Emory, non pas avec espoir, mais avec une prise de conscience stupéfaite. Ézéchiel était assis dans la galerie, ses bleus masqués par des vêtements propres et la dignité rigide de la survie. Et Kerr, pâle et immobile, serrait son marteau comme un homme réalisant qu'il ne lui appartenait plus. Il n'y eut plus de rire, plus de sourire narquois, plus de silence, seule la vérité, rampant hors de la tombe dans laquelle elle avait été forcée, désespérée de respirer.